Bonjour, je suis Faustine Massin, consultante chez Octo Technologies. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer de grosses données en toute simplicité. Cette présentation, c'est le récap d'une mission que j'ai réalisée il y a quelques mois au ministère de l'Intérieur pour le SI destiné à l'éducation routière et au permis de conduire. C'est un SI qui est composé d'un grand nombre d'applications qui permettent notamment le suivi de la formation en auto-école, la réservation d'examens pour le permis de conduire, la gestion des droits à conduire ou encore la gestion des infractions. Il est nécessaire d'être en capacité de répondre à des réquisitions judiciaires et d'effectuer de la détection de fraude sur ce SI. On va donc mettre en place un outil destiné à réaliser cet audit. Lors de l'audit, on ne va pas vouloir seulement savoir quel est l'état actuel des objets métiers au sein de notre SI, on voudra savoir comment on en est arrivé là. Et pour ça, on a besoin de tracer les actions des utilisateurs au travers des applications du SI au fil du temps. Quand on parle d'actions utilisateurs, on parle plus spécifiquement d'actions de création, modification ou suppression d'objets métiers, mais aussi leur consultation. Plus spécifiquement, l'outil qu'on va mettre en place va permettre de journaliser ces actions, c'est-à-dire qu'on va créer un événement qui sera daté pour pouvoir temporaliser ces actions. Et puis ensuite, on va centraliser ces événements. L'intérêt de les centraliser, c'est de permettre de corréler ces actions lors de notre analyse. Enfin, on va vouloir que ces événements soient immuables pour pouvoir assurer la fiabilité de l'audit. Donc voici le prototype de notre machine à remonter le temps. On part de la gauche, on commence par collecter les actions des utilisateurs sur les différentes applications du SI. Dans un second temps, on va stocker ces données sur la plateforme de trace. Et enfin, on va vouloir exposer ces données aux utilisateurs finaux, sachant que nos utilisateurs finaux, ce sont des agents ministériels qui sont en charge de répondre à une réquisition judiciaire ou de faire de la détection de fraude. La plateforme que l'on va mettre en place va être très fortement sollicitée. En effet, on a un flux d'actions continues des utilisateurs qu'on va devoir tracer. Et donc, on peut la qualifier de data intensive. Elle va donc devoir répondre à 3 principaux enjeux techniques. Le premier, c'est la scalabilité, c'est-à-dire qu'elle va devoir être en capacité de tenir la charge, en particulier au vu du nombre d'applications émettrices de traces, de la volumétrie de traces à y stocker. On estime qu'on aura environ 300 millions d'événements générés chaque année et qu'on devra les conserver dans le temps. Aussi, on devra pouvoir tenir la charge en termes de débit avec environ 1 million d'événements chaque jour. Le deuxième enjeu technique, c'est la fiabilité. On ne peut pas se permettre de perdre des traces, c'est une contrainte réglementaire. Et donc, on va devoir assurer la persistance et l'intégrité des données que l'on va stocker. Sinon, on ne pourrait pas se permettre de mener un audit fiable. On doit également garantir une haute disponibilité de la plateforme et une tolérance aux pannes. Le troisième enjeu technique, c'est la maintenabilité. L'objectif, ici, c'est de pouvoir garantir la simplicité d'implémentation, d'opérabilité et de maintenance de notre plateforme. En particulier, comme on sera sur une plateforme on-premise, on a besoin de s'assurer que son administration sera le plus simple possible. Aussi, en ce qui concerne la maintenabilité, on a besoin de s'assurer qu'il sera possible de faire évoluer notre plateforme dans le temps sans avoir un trop fort impact sur les applications qui émettent les traces vers la plateforme. Maintenant que l'on a identifié notre besoin fonctionnel, c'est-à-dire de l'audit dans le cadre de réquisition judiciaire ou pour la détection de fraude, et qu'on a identifié clairement nos enjeux techniques, pour rappel, scalabilité, fiabilité et maintenabilité, on va pouvoir répondre à la question suivante: quelle architecture et quelles technologies sont les plus adaptées pour répondre simplement à ces besoins? Commençons par le point d'entrée dans notre plateforme, la collecte des données qui proviennent des applications productrices de traces métiers. L'acquisition des données va se faire de façon continue et permanente. On va donc avoir un très haut débit de données. On estime qu'on aura 1 million d'événements produits chaque jour, avec environ 30 événements par seconde. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment gérer un tel débit? Un broker de messages devrait permettre de gérer un tel débit. En effet, il va faire office de tampon entre les applications émettrices et la base de données. Plus concrètement, les événements vont être générés par les applications émettrices, ce sont nos producteurs, et elles vont être envoyées au fil de l'eau vers le broker de messages, sous forme de messages. Ces messages vont être ensuite tirés par les consommateurs
qui vont les dépiler au fur et à mesure pour insérer en fait les données dans la base. La question qu'on se pose maintenant, c'est quel broker choisir? La première technologie qui nous est venue à l'esprit, ce sont les brokers non transactionnels comme Kafka, car ils sont très réputés pour leur capacité à tenir la charge avec de telles volumétries. Cependant, dans notre contexte, est-ce que c'est vraiment l'outil qui répondra le mieux à notre besoin? Pour rappel, on a un débit cible d'1 million d'événements par jour. On aura un seul consommateur, on va uniquement envoyer ces données vers une base de données. On n'aura pas de transformation au fil de l'eau, par exemple. Et donc, au lieu de s'orienter uniquement vers ce qui brille, on a pris un peu de recul et on a décidé de mener une étude un peu plus poussée pour voir quel outil correspondrait le mieux en fonction de notre besoin. Il y a deux grands types de brokers de messages. D'une part, les brokers transactionnels, comme par exemple RabbitMQ ou encore ActiveMQ, et les brokers non transactionnels, comme Kafka ou Pulsar. Pour pouvoir les comparer, on a repris les 3 enjeux techniques cités plus tôt, scalabilité, fiabilité et maintenabilité. Ce qu'on constate, d'un point de vue scalabilité, c'est que les brokers non transactionnels sont plus performants. C'est un fait. Ceci étant dit, dans notre contexte, avec notre cas d'usage, vu le début attendu, un broker transactionnel peut aussi suffire. Au-delà de ça, en termes d'enjeux de scalabilité, qu'il soit transactionnel ou non, un broker de messages nous permettra d'assurer cette scalabilité en faisant en fait office de tampon entre les applications productrices et la base de données. Ainsi, si la base de données est saturée, on pourra avoir un stockage temporaire des messages. En plus de ça, le broker fera office de moyen de back pressure en évitant d'impacter les performances des applications émettrices. Et donc sur l'axe scalabilité, un partout, balle au centre. Deuxième axe de comparaison, la fiabilité. Pour rappel, on ne peut pas se permettre de perdre des messages et on doit garantir l'intégrité des messages qui seront transférés via le broker. Là, on a un atout pour le broker transactionnel. En effet, nativement, c'est-à-dire avec la configuration par défaut, on va avoir une garantie de ne perdre aucun message et de traiter une seule fois chaque message. Ensuite, en ce qui concerne la tolérance aux pannes, qu'on soit sur un broker transactionnel ou non, on aura une persistance des messages sur disque et une redondance de broker qui permettra d'avoir une bonne tolérance aux pannes. Troisième axe de comparaison, la maintenabilité. Et là, on a un atout pour le broker transactionnel qui sera plus facile à implémenter et à administrer au vu de l'équipe d'exploitation qui est en place, de ses compétences et de sa taille. D'autant plus que notre objectif, c'est de partir au plus vite en production, donc on va éviter de mettre en place une usine à gaz. Et donc, au vu de cette comparaison, on a donc fait le choix de partir sur un broker transactionnel. Plus spécifiquement, on a fait le choix de partir sur ActiveMQ Artemis. En effet, c'est un broker transactionnel qu'on connaissait déjà bien en interne et surtout qui est capable de répondre à nos enjeux en termes de débit. Pour le confirmer, nous avons mené des tests de performance qui ont permis de valider qu'avec une configuration par défaut, on était en capacité de tenir cette performance. Et potentiellement, il y aura besoin de peaufiner sa configuration à l'usage, mais ça on verra plus tard. Maintenant que nous avons vu cette partie de collecte avec un broker, on va passer au stockage des données sur la plateforme. À T0, nous aurons déjà 437 millions d'événements sur la plateforme qui seront issus de la reprise d'une ancienne plateforme. Donc on a déjà une volumétrie initiale très importante. De plus, chaque année, on estime qu'on aura 300 millions de nouveaux événements qui vont venir s'ajouter. Et, comme on l'a vu plus tôt, nous allons devoir garder ces traces dans le temps. La question que l'on se pose, c'est comment gérer une telle volumétrie qui va ne faire que de croître. La première techno qui nous est venue à l'esprit, au vu des volumétries, c'est l'usage d'une base NoSQL. Cependant, lorsqu'on gratte un petit peu, on se rend compte qu'on n'a pas des besoins qui dépassent le relationnel. Nos données sont structurées, le modèle de données est peu amené à évoluer, et enfin, la façon dont on va requêter ces données pourra tout à fait être réalisée avec du relationnel. Et donc, on a fait le choix de s'orienter vers une base de données relationnelle, puisqu'elle correspond à nos usages. En l'occurrence, on a fait le choix d'utiliser une base Postgres. En effet, c'est la base qui est utilisée pour stocker la plupart des données dans notre récit déjà. Et donc, on a décidé de capitaliser sur cette base puisqu'elle est déjà connue et maîtrisée. Notamment, comme on l'a vu plus tôt, notre plateforme sera on-premise. Donc, choisir une base Postgres, c'est s'assurer d'avoir
plus de facilité à l'administrer grâce à notre expérience. Ceci dit, comme on aura une seule table avec plusieurs centaines de millions de lignes, les performances de requêtage risquent d'être médiocres. En effet, les requêtes vont devenir très lentes à la fois en lecture, puisqu'un scan sera très long et les index vont devenir moins performants, et aussi en écriture, puisque la mise à jour des index sera très longue. Comme une base Postgres Vanilla ne pourrait pas répondre à ce besoin en termes de volumétrie tout en restant performant, on a cherché des solutions. Les premières qui nous viennent à l'esprit, c'est des solutions classiques. Soit on va décider de mettre en place des index. En effet, c'est une bonne solution, mais ça reste limité. Deuxième option, c'est d'avoir des machines plus grosses, plus de RAM, plus de CPU, mais jusqu'à quand? La troisième option, c'est de mettre en place un cluster master-follower. Ceci étant dit, c'est plutôt adapté pour un grand nombre de requêtes, mais ça ne répondra pas forcément à nos besoins de requêter une requête sur un grand volume de données. La solution choisie est un peu plus exotique. On a choisi de forcer l'organisation des données en les partitionnant. Plus particulièrement, on a fait le choix du partitionnement horizontal, qui consiste, comme on le voit sur le schéma, à séparer les lignes d'une table en plusieurs partitions. L'intérêt de faire ça, c'est qu'au moment du requêtage, on va scanner sur une partition un plus petit nombre de lignes et donc on aura de meilleures performances pour l'accès à ces données. Ceci étant dit, pour avoir de bonnes performances, encore faut-il bien partitionner. En effet, si lors de notre requêtage, on doit aller chercher des données dans plusieurs partitions et donc on doit faire des jointures, alors ça va devenir très coûteux et on perdra en performance. Il est nécessaire de choisir un mode de partitionnement pour que les partitions soient le plus indépendantes que possible. Et donc, pour choisir le schéma de partitionnement, on a besoin de savoir de quelle façon les données vont être requêtées. On va faire du design by query. En l'occurrence, on va vouloir connaître toutes les actions d'un utilisateur donné sur une période. Nous avons donc fait le choix d'un partitionnement des données par année, c'est-à-dire que les données d'une année sont regroupées dans une partition. On a ici un exemple de requête. Donc on va vouloir sélectionner toutes les traces pour un utilisateur donné avec l'ID 1, 2, 3, 4 sur une période donnée, c'est-à-dire d'août à décembre 2021. Ce qu'on constate, c'est qu'au lieu d'aller regarder l'ensemble des traces au moment du requêtage, on va aller uniquement taper sur la partition correspondant à l'année 2021. Et donc, on va aller chercher sur un plus petit volume de données. Le partitionnement, c'est bien, mais le partitionnement couplé à l'indexation, c'est encore mieux. En effet, les index vont être locaux à chaque partition. On aura donc des plus petits index et donc on aura de meilleures performances à la fois en lecture, puisque l'index va pouvoir tenir en mémoire, mais aussi en écriture, puisque la mise à jour de l'index sera moins coûteuse. Pour les choix des index, encore une fois, on va faire du design by query. Donc on a besoin de savoir que vont rechercher les utilisateurs finaux, et comme on l'avait plus tôt, on va chercher les actions d'un utilisateur donné, et donc on a fait le choix d'indexer l'identifiant utilisateur en priorité. Les index définis au niveau de la table mère sont directement hérités sur les tables enfants, et donc on n'a pas besoin de réindexer chaque partition, heureusement. Pour s'assurer de la pertinence de ce choix de partitionnement et d'indexation, on a évidemment mené des tests de performance. Et là, l'amélioration est significative. Les résultats de ces tests de performance nous montrent que, avec le partitionnement et l'indexation, on arrive à avoir un temps de requêtage suffisamment rapide pour ne pas impacter l'expérience des utilisateurs finaux qui attendront le résultat de ces requêtes. Et donc, le partitionnement couplé à l'indexation nous permet de répondre à cet enjeu de scalabilité sur le stockage. Le deuxième enjeu technique auquel on va vouloir répondre, c'est la fiabilité. En effet, l'un des principaux risques, c'est que si dans ce produit, on risque d'avoir une perte de données, voire une interruption de service. Et donc, on va avoir besoin d'assurer la disponibilité des données et du service. La solution à ça, c'est une réplication asynchrone de la base de données. Ainsi, on aura une redondance des données qui seront copiées sur plusieurs nœuds. Aussi, si un des nœuds tombe, alors l'autre nœud pourra prendre le relais. Cette bascule se fait via Patroni, qui est capable de promouvoir le nouveau leader. Le troisième enjeu technique pour le stockage des données, c'est la maintenabilité. Le risque principal, c'est, à force de vouloir conserver des traces au cas où, qui seraient potentiellement utiles pour un audit, on finit par stocker tout et n'importe quoi.
et notre base se transforme en véritable dépotoir. Le problème à ça, c'est qu'on va avoir une volumétrie qui va faire qu'augmenter de données et en plus, on risque d'avoir du mal à retrouver les données qui ont de la valeur parmi toutes ces données potentiellement inutiles. Et donc, l'enjeu, en termes de maintenabilité, ça va être d'assurer de bonnes performances de la plateforme et de s'assurer qu'elle reste fonctionnelle dans le temps. Aussi, il faut prendre en compte une hygiène imposée par le RGPD. En effet, on ne peut pas stocker n'importe quoi. Il va falloir se poser les bonnes questions. Quelles données stocker? Pour quel usage? Combien de temps je vais pouvoir les conserver? On a donc besoin de choisir avec précision quelles sont les traces pertinentes à stocker. Et pour ça, on a besoin d'être accompagné du métier. En effet, il est important de bien comprendre les actions qui proviennent des applications productrices, mais aussi il est important de comprendre de quelle manière on aura besoin ensuite d'auditer ces données pour la réquisition judiciaire ou pour la détection de fraude. Et donc on a besoin de collaborer avec le métier pour la définition des traces pertinentes. On a vu comment stocker ces données en assurant nos enjeux techniques grâce à une base Postgres partitionnée et répliquée notamment. On va voir maintenant comment gérer l'exposition des données aux utilisateurs finaux. Nous avons mis en place une interface graphique permettant aux agents ministériels de consulter les données. L'enjeu ici est différent des enjeux techniques qu'on a vus plus tôt, puisqu'il est d'être en capacité d'analyser les données. Les traces métiers sont centralisées, cependant, les métiers des applications émettrices sont très différents. Et donc, comment corréler ces données? Comment les faire cohabiter dans une seule et unique plateforme? Pour répondre à cet enjeu, nous avons décidé de définir un format pivot qui est agnostique du métier des applications émettrices de traces. Concrètement, chaque trace est définie sous forme d'un événement. Cet événement est autosuffisant, dans le sens où, au moment de l'audit, cet événement contiendra toutes les informations nécessaires. Il ne sera pas nécessaire d'aller chercher d'autres infos ailleurs. On a un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une trace sur la slide. On va tout d'abord vouloir savoir quel type d'action a eu lieu, soit de la consultation, soit de la modification. Ensuite, on va vouloir savoir quand est-ce que cette action a eu lieu grâce au champ date. Puis on voudra savoir qui est à l'origine de cette action avec l'identifiant utilisateur. Et puis on voudra savoir un peu plus de détails, où ça s'est passé, quelle application est concernée. Et enfin, quel changement, s'il y en a eu, a été effectué via le paramètre change. Enfin, comme on l'a vu plus tôt, les données doivent être immuables pour assurer la pertinence de l'audit. Et donc, toutes ces données exposées sont en read-only. Nous avons donc réussi à mettre en place une plateforme d'agrégation de traces métiers destinée à l'audit, qui peut répondre aux 3 enjeux techniques de scalabilité, de fiabilité et de maintenabilité, le tout en toute simplicité grâce à un broker de messages, en l'occurrence ActiveMQ Artemis, qui va déverser au fil de l'eau les données dans une base Postgres, qui est une base relationnelle qu'on a partitionnée. Aussi, nous avons réussi à rendre cette plateforme générique grâce à la définition d'un format pivot agnostique des métiers, des applications émettrices de traces. La question qui reste en suspens, c'est est-ce que ça va suffire? Pour cela, on a décidé de clairement identifier quelles étaient nos incertitudes et on va essayer de les maîtriser au mieux, en l'occurrence pour la volumétrie. Notre stratégie a été de mettre en place des tests de performance pour s'assurer qu'on tiendrait la charge et puis on verra ensuite à l'usage une fois en production. L'intérêt de cette stratégie, c'est d'éviter un surengineering. C'est d'éviter d'essayer de répondre à des questions auxquelles on n'aura peut-être pas besoin de répondre. Et donc on fait le plus simple possible, mais sans pour autant partir avec la fleur au fusil. Il y a 2 points essentiels à retenir de cette présentation. La première, c'est que dès que possible, on va essayer de réutiliser les technologies qui sont disponibles au sein de notre SI. Avant d'aller chercher de nouvelles choses, on regarde ce qu'on a sous la main et on regarde si ça peut répondre à notre besoin. La deuxième chose essentielle à retenir, c'est de faire simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire qu'on va éviter le surengineering. Cependant, il faut quand même mettre en place une architecture qui soit fonctionnelle pour partir en production le plus rapidement possible. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À bientôt!